Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, on revient sur les Franciliens au Festival de Cannes. Notre journaliste Martin Patry a pu en rencontrer quelques-uns et on commence avec Marie-Ange Casalta. La présentatrice se lance dans la réalisation. Elle est venue présenter à Cannes son premier court-métrage. Écoutez. Le Festival de Cannes, c'est l'occasion pour des réalisateurs de présenter leur premier film. Cette année, Marie-Ange Casalta est venue présenter son premier court-métrage, The Last Dinner, un film avec notamment François-Xavier de Maison. C'est l'histoire de quatre potes, quatre amis qui quittent New York, Manhattan, pour passer un petit week-end à la campagne, dans une zone où il n'y a pas de réseau, ils sont vraiment isolés du monde. Et durant une partie de Scrabble, ils font un pari sur l'existence d'un mot, Esopia. Est-ce que ça existe vraiment? Ils parient $500. Et celui qui est certain que ça n'existe pas décide de sortir jusqu'à ce qu'il ait du réseau pour chercher sur Google si le mot existe vraiment. Et là, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que c'est la fin du monde dans 20 minutes. Il va y avoir une attaque nucléaire sur toute la côte est des États-Unis. Et il retourne dans la maison et il se dit, est-ce que je leur dis ou est-ce que je ne leur dis pas? Voilà, j'ai 20 minutes avec mes meilleurs amis. Est-ce que je leur dis? Ça pose une vraie question existentielle. Et pour tourner ce film dont l'action se passe aux États-Unis, dans le Connecticut, Marie-Ange Casalta a trouvé l'endroit parfait dans les Yvelines. Pour tourner ce film, on s'est vraiment pris la tête sur le lieu du décor. Vraiment, on a visité des tonnes de maisons. Il fallait que ça fasse américain, qu'on y croit vraiment, qu'on soit dans le Connecticut. Okay, il fallait aussi qu'on n'ait aucune habitation autour, puisqu'ils sont coupés du monde, ils sont au milieu de nulle part. Donc c'était pas facile, honnêtement. Il fallait que ce soit pas trop loin de Paris, puisque Roger Pal venait de Londres, François-Xavier, tous les comédiens, on voulait pas les faire voyager, puis toute l'équipe. Donc on a trouvé cette maison incroyable qui se trouve à Mareille-Marly, qui s'appelle la Canopée. C'est une sorte de gîte où ils font beaucoup de yoga, beaucoup de choses comme ça. C'est coupé du monde, c'est dans la forêt, c'est un lieu vraiment magique avec une âme, vraiment, et la propriétaire était formidable. Elle nous a dit, ça me fait tellement plaisir que vous tourniez ce film ici, je veux que ce lieu vive, qu'il vive plein d'expériences différentes. Donc on était tous très heureux, on a tourné là sur 2 jours, au mois de janvier. Une grosse partie du film se tourne à l'extérieur, se passe à l'extérieur. On a eu extrêmement froid, je pense que j'ai eu le plus froid de toute ma vie. On a tous dit qu'on avait mis 1 semaine à ne plus avoir froid. Après, non, je te jure, c'était tellement horrible. Ah là là, le froid en pleine forêt au mois de janvier. Mais tout le monde a été incroyable. On avait des chaufferettes partout. Et c'était l'endroit idéal, puisque tu regardes le film et tu te dis vraiment... les gens ne peuvent pas croire qu'on n'était pas au fin fond du Connecticut, quoi. Donc l'endroit était parfait. The Last Dinner de Marie-Ange Casalta, un film que les festivaliers ont pu découvrir cette année à Cannes. Notre région, l'Île-de-France, est la première région cinématographique française. L'attractivité du territoire est gérée par Film Paris Région. Écoutez. 68% des entreprises de production cinématographique sont aujourd'hui situées en Île-de-France, une région qui regroupe des entreprises, des talents et un savoir-faire. Résultat, plus de la moitié des tournages français ont lieu en Île-de-France où ils génèrent plus de 150 000 emplois et forcément des retombées économiques. Écoutez Johanna Gaillardeau, responsable de l'écosystème à Film Paris Région. L'Île-de-France est une région très riche, une des régions les plus riches d'Europe, mais c'est une énorme activité, une activité très importante. Voilà, on a plus de 6 milliards de PIB qui est lié à la filière image dans l'ensemble. On a 6700 entreprises qui sont basées, il y a plus de 70% de l'activité de tournage qui se passe en Île-de-France et les sièges sociaux des grands groupes audiovisuels sont en Île-de-France, donc c'est très important. Et en plus c'est une région qui est très attractive en termes d'image puisqu'il y a la Tour Eiffel, le château de Versailles, enfin des lieux iconiques qui sont très utilisés dans le cinéma. Chaque année, la région Île-de-France alloue près de 25 millions d'euros au secteur du cinéma et à l'audiovisuel. Elle soutient également plus de 150 films et une quarantaine de scénaristes par an. Cette année, 19 films mis à l'honneur au Festival de Cannes ont été en partie financés par la région. Des investissements qui ont pour principal objectif de soutenir l'emploi du secteur. Donc en donnant de l'argent à des productions pour que les films se fassent, et bien, du coup on embauche des techniciens, on embauche des acteurs, on paye des prestations à des entreprises. Donc voilà, donc ça bénéficie à l'emploi, mais ça bénéficie aussi à son image, et notamment à l'image touristique. Et on voit une série comme Emily in Paris, qui est un carton sur la plateforme Netflix, attire énormément de touristes. Alors Paris et l'Île-de-France, c'est déjà une région très touristique, mais il y a des quartiers, il y a des tours Emily in Paris, même Lupin aussi. Donc ça, voilà, ces productions qui intègrent dans les décors l'Île-de-France participent à son image, enfin à l'attractivité en termes d'image, et donc au tourisme. 1 euro d'aide régionale génère entre 7 et 16 euros de retombées économiques pour notre région. Martin Patry a pu rencontrer le compositeur Étienne Chary.
Étienne Chary a composé la musique originale du film Le Livre des Solutions de Michel Gondry, un long métrage présenté à l'occasion de la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes. On en découvre tout de suite quelques images. Et si tu veux faire avance rapide, tu tournes le volant à droite. Vas-y, essaye. Tiens, regarde. Voilà. Et dans l'autre sens, si tu tournes à gauche, retour rapide. Et pour couper? Tu klaxonnes. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils peuvent rien voir là, les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. En ce qui me concerne, étant donné que je possédais évidemment pas je tenais pas les rênes de l'ensemble du projet, c'était d'apporter une forme de sincérité. Au départ, on a fixé comme une sorte de palette d'instruments assez, passe-partout. Mais à partir de là, il s'agissait de faire passer des émotions malgré tout assez puissantes. D'un commun accord, on a décidé avec Michel que moins je voyais les images, le mieux c'était. Donc j'étais comme plutôt une sorte de robinet à musique. Au total, Étienne Chary a composé la musique originale de 5 longs métrages, dont 3 réalisés par Michel Gondry. Une aventure musicale qui a commencé il y a plus de 40 ans lorsqu'il s'est noué d'amitié avec le réalisateur au lycée de Sèvres. Pendant très longtemps, quand on parlait de musique de film, je ne me sentais pas légitime pour en faire, parce que ça me semblait un truc énorme. Mais bon, comme j'ai plutôt, par le biais comme ça, commencé à faire des musiques pour la télévision, pour des génériques, pour des documentaires, différentes choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Et puis c'est arrivé comme ça. Et puis il se trouve que Michel, qui était vraiment un ami de lycée, m'a aussi permis de faire des choses de cet ordre-là. En parallèle, Étienne Chary compose également des musiques plus personnelles. Il y a 10 ans, il a lancé son label imaginaire Catalogue. Martin Patry est allé à la rencontre également du compositeur Rob. Robin Couder, alias Rob, a composé la musique originale d'Acide, un film catastrophe de Juste Philippot présenté au Festival de Cannes, dont voici tout de suite quelques images. C'est difficile de qualifier cette musique parce qu'on essaye toujours, spécialement dans les films de genre, d'être original, d'être expérimental, d'aller chercher des choses qu'on n'a pas peut-être l'habitude d'entendre ailleurs. En tout cas, on a essayé d'être à la fois spectaculaire, intimiste, alarmiste peut-être. C'est un film profondément dur, donc j'essaye d'être toujours du côté des personnages, de leur affection. C'est à 10 ans que Robin Couder commence à expérimenter la musique électronique. Il découvre le cinéma 12 ans plus tard en composant le premier court-métrage de sa femme, Pink Cowboy Boots. En fait, j'ai assez vite compris que ma musique se prêtait assez mal au jeu, on va dire, commercial, au jeu des radios, au jeu de la promo, parce que c'était une musique un petit peu hors format, hors cadre, et que j'avais du mal à la vendre et donc du mal à en vivre. Et puis le cinéma est apparu dans ma vie un peu comme une forme de mécène, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette qualité qui était un défaut dans la pop musique devenait une grande qualité pour le cinéma, c'est-à-dire une musique singulière, exigeante, particulière, peut-être trop originale pour la radio, mais suffisamment pour le cinéma. La musique du générique d'Acide a quant à elle été composée par Pierre Lefebvre, alias CIC. C'est une musique qui est faite, comme son nom l'indique, pour sortir les auditeurs du film en fait. Et il y avait une volonté de Juste, le réalisateur, d'aller sur une note un peu d'espoir, sur une autre couleur en fait. Et après, ce que a pu poser Rob sur ces images, il voulait aller sur une autre sonorité, une sonorité peut-être un petit peu plus... qui portait sur un peu plus d'espoir, peut-être sur un peu plus de lumière. Acide, un film de Juste Philippot avec les musiques de Robin Couder et Pierre Lefebvre, dont la sortie en salle est programmée au 20 septembre. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.